Au sommaire de cette édition, en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la tenue d'élections législatives en novembre prochain. L'opposant congolais Moïse Katumbi a annoncé ce lundi son retour le 20 mai prochain dans son fief de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et puis l'explosion d'un camion-citerne rempli d'essence dans la nuit de dimanche à lundi a fait au moins 58 morts près de Niamey, au Niger. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez Al-Sarraj, va entamer ce mardi une tournée des principales capitales européennes. Principal objectif, réunir des soutiens contre l'agression du maréchal Khalifa Haftar. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministère libyen des Affaires étrangères. Le Premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale, rencontrera successivement le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte ce mardi matin, la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin dans la soirée, puis le président français Emmanuel Macron mercredi à Paris. Lors de cette tournée européenne où une visite en Grande-Bretagne est également envisagée, Fayez Al-Sarraj va tenter de réunir des soutiens contre l'agression du maréchal Khalifa Haftar. En proie à l'instabilité depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est le théâtre de nouveaux affrontements meurtriers depuis le lancement le 4 avril par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, d'une offensive militaire sur Tripoli, siège du gouvernement de Fayez Al-Sarraj. Après une progression rapide, les troupes du maréchal Haftar piétinent depuis un mois aux portes de Tripoli, barrées par les forces loyales au gouvernement d'Union nationale, dont font partie des groupes armés de la ville de Misrata. Des combats se déroulent quotidiennement dans la banlieue sud de la capitale et au sud de la ville. La visite à Paris revêt une importance particulière pour Fayez Al-Sarraj, dont le gouvernement a, à plusieurs reprises, accusé la France de soutenir au moins politiquement le maréchal Haftar. Les autorités françaises ont toujours démenti, affirmant leur opposition à une opération militaire et leur attachement à un processus politique sous l'égide de l'ONU. En Guinée, les élections législatives se tiendront en novembre prochain. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante. Les électeurs guinéens vont devoir attendre encore pendant 235 jours, soit à peu près 7 mois pour aller aux élections législatives de 2019. C'est ce qui ressort du chronogramme que la Commission électorale nationale indépendante a présenté ce dimanche à l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral au terme de sa retraite de 5 jours. Le mandat des députés ayant expiré depuis le 19 janvier dernier, ce scrutin va donc se tenir avec un an de retard. Mais le timing s'annonce serré pour la CENI si elle veut appliquer les recommandations énoncées par un audit récent du fichier électoral qui fait état de plusieurs failles. Maître Salif Kébé, président de la CENI, assure par exemple que des mesures seront prises pour éliminer les quelques 25% d'électeurs fictifs que comprend le fichier. La CENI affirme avoir identifié un logiciel utile pour mener cette refonte du fichier électoral. Mais l'appel d'offres n'a pas encore été lancé. Dans l'opposition, on souhaiterait être associé au processus électoral. Autre inconnu, le coût de ce scrutin. Selon Maître Salif Kébé, la CENI n'a à ce stade pas encore établi de manière concrète le budget nécessaire à l'organisation de ces élections. Je le disais en titre, l'opposant congolais Moïse Katumbi a annoncé son retour en République démocratique du Congo le 20 mai prochain. Et c'est sur les ondes de médias internationaux qu'il a fait cette annonce. Les précisions. En exil forcé depuis près de 3 ans hors de la République démocratique du Congo, l'ancien gouverneur du Katanga a annoncé son intention de rentrer dans son pays le 20 mai prochain. Dans un entretien sur des médias français, Moïse Katumbi a justifié son retour par son désir de retrouver sa famille qui a été maltraitée durant son absence. Je veux faire le tour du Congo. Je veux faire le safari
Je voudrais aller remercier la population congolaise qui m'a soutenu pendant le malheur provoqué par M. Kabila, a-t-il par ailleurs ajouté, affirmant avoir l'intention de rentrer directement par avion et non par la route via la Zambie, comme il avait tenté de le faire en août dernier. Le coordonnateur de la coalition Lamouka, qui a soutenu la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle, a par ailleurs salué le bilan de Félix Tshisekedi, qui célébrait dimanche ses 100 jours à la tête de la RDC. Pour mémoire, Moïse Katumbi avait quitté la République démocratique du Congo le 20 mai 2016 pour se faire soigner à l'étranger. Accusé d'usurpation d'identité par le pouvoir de Joseph Kabila, il lui était interdit d'obtenir un passeport valide pour revenir dans son pays. Des accusations que rejette l'ancien gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi, qui affirme qu'elles étaient motivées par des considérations politiques. Mais suite à la prise de fonction du président Félix Tshisekedi, son passeport congolais lui a été délivré et sa condamnation annulée. Au Sénégal, Tchèque Thioune a été condamné ce lundi par contumace à 10 ans de travaux forcés pour le meurtre par ses disciples en 2012 de 2 d'entre eux. C'était au terme d'un procès qui a été très médiatisé. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour, à 80 km au sud-est de Dakar, a reconnu Tchèque Bétio Thioune coupable de non-dénonciation de crimes et complicité de meurtre. Le responsable Mouride, une des plus influentes confréries de l'islam au Sénégal, a été condamné lundi par contumace à 10 ans de travaux forcés. Son chambellan a été reconnu coupable des mêmes faits et condamné à la même peine. 10 autres prévenus ont été condamnés à 15 ans de travaux forcés et 2 autres à 8 ans de travaux forcés. 2 prévenus ont écopé de 5 ans d'emprisonnement ferme et un autre de 6 mois. Les 3 autres prévenus, dont un chauffeur du chef religieux, ont été acquittés. Les prévenus étaient poursuivis pour meurtre avec acte de barbarie, association de malfaiteurs, recel de cadavres, inhumation sans autorisation administrative, détention d'armes sans autorisation et non-dénonciation de crimes. Le tribunal n'a pas prononcé de contrainte par corps pour Bétio Thioune en raison de son âge, mais a placé ses biens sous séquestre et a loué aux héritiers de chacun des 2 victimes 100 millions de francs CFA. Selon le récit des avocats pendant le procès, Tchèque Bétio Thioune avait interdit à l'une des victimes l'accès à son domicile, lui reprochant une dévotion excessive à son égard. L'homme avait bravé l'interdiction et des fidèles s'en étaient pris à lui, le tuant avec un de ses compagnons. Au Niger, c'est un drame qui vient de frapper la capitale. Une citerne d'essence a explosé dans la nuit du dimanche 5 à lundi 6 mai 2019, faisant des dizaines de victimes. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. C'est aux environs de 0 heure que la citerne s'est renversée sur le chemin de fer à quelques encablures de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey, laissant couler au sol son contenant, soit 35 000 litres d'essence. Il aura fallu moins de 10 minutes pour que les populations des environs, en majorité des jeunes et des femmes, accourent pour siphonner le carburant. Selon des témoins sur place, ce sont des centaines de jeunes gens débouchant de tous les alentours avec des bidons qui sont venus à la recherche du précieux mais dangereux liquide. Certains à moto faisant directement le plein. Le drame est survenu, selon d'autres sources, lorsque un motard venu à vive allure n'a pas coupé le moteur, laissant tomber une étincelle enflammant les lieux et la citerne qui va exploser sur le coup. Le bilan est lourd, 58 morts, dont 3 vont succomber à l'hôpital national de Niamey. On dénombre également 37 blessés graves, 3 évacués au centre hospitalier universitaire, 3 à l'hôpital général de référence et 31 blessés à l'hôpital national de Niamey. Le Premier ministre chef du gouvernement et le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur le lieu de l'accident et ont rendu visite aux blessés à l'hôpital national de Niamey en compagnie du président de la République Issoufou Mahamadou. Le chef de l'État a exprimé toute sa compassion aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a d'ailleurs donné des instructions au ministre de la Santé pour que les blessés soient totalement pris en charge jusqu'à guérison. C'est la première fois qu'un tel drame survient au Niger depuis que le pays est devenu producteur de pétrole en 2011. Il faut noter que le bilan aurait pu être plus lourd n'eût été la promptitude des sapeurs-pompiers de la SECNA qui sont arrivés les premiers sur les lieux, suivis de ceux du groupement. Ils ont pu circonscrire l'incendie avant qu'il n'atteigne la station-service située juste à quelques mètres de l'incident. Il y a cependant eu d'importants dégâts matériels, 2 camions calcinés ainsi que plusieurs motos.
Dans la journée, le président Issoufou Mahamadou a reçu plusieurs messages de condoléances émanant de ses pairs présidents de la sous-région. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous et merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse Afrique du jour qui s'intéressera à l'actualité en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, mais aussi au Cameroun et au Sénégal. En Côte d'Ivoire, justement, le jour plus s'intéresse à la politique et titre Assemblée nationale, voici le commando d'Amadou Soumaoro. 4 députés PDCI élus, Belmonde Dogo répond à Guy Kawe. Autre actualité avec le jour plus, situation sociopolitique en tournée dans le Nord, Guillaume Soro s'oublie et s'attaque aux institutions de la République. Le Patriote à présent, élection du bureau de l'Assemblée nationale, le PDCI se ridiculise. L'intelligence s'intéresse à la fête de la liberté du FPI légal à Adzopé, après Mégor à Douekoué, à Finguessan, aussi virulent contre Ouattara que Madame Gbagbo et Assoa Adou. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire revient en une du journal Le Quotidien qui titre « Tuerie de Yirgou, le rapport conjoint Ashkron, CNDH index les Kogouléogo ». L'Express affiche en manchette une chronique et titre « Présidentielle 2020, tout le monde va s'y essayer » avec la photo du chef de l'État ainsi que la plupart des candidats déjà déclarés. Au Togo, on revient sur l'actualité en lien avec les manifestations, liberté de titrer, crise politique et répression des manifestations, la trentaine de morts dans les oubliettes, impuissant face aux braqueurs, le régime se défoule sur les opposants. Toujours avec le même journal, crise dans les universités publiques du Togo, les syndicats saisissent le prof Kofi Akpagana. Au Cameroun, le journal Mutation fait un constat et titre « Paul Biya, le tweetologue réputé taiseux, le chef de l'État est désormais hyperactif sur les réseaux sociaux. Pour quel impact ?» s'interroge le journal Cameroun Tribune croit savoir et titre « Yaoundé et Douala, on s'attaque au désordre urbain ». Au Sénégal, enfin, le verdict dans une affaire de meurtre est à la une de la plupart des journaux. Vox Populi de titrer « Verdict du double meurtre de Medinatoul Salam, la justice s'abat sur Betio ». Même titre avec Le Soleil, 10 ans de travaux forcés, lourde peine pour Betio. Mais pour le quotidien Le Témoin, bien que condamné à 10 ans de travaux forcés, pourquoi Betio Tioun n'ira pas en prison? Un autre titre avec Le Témoin pour finir, suppression du poste de Premier ministre, Macky Sall, seul chef devant Dieu et la nation. Voilà, ce sera tout pour le compte de la revue de presse Afrique du jour. Merci de l'attention et à demain. Merci à vous également, Johannes Towanou. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.